Retour dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis toujours en compagnie de Nicolas Bavrez, chroniqueur au Point, au Figaro et auteur de Chronique du déni français chez Albin Michel. Éric Coquerel, orateur national de la France insoumise. Et Pierre Briançon, chef du bureau de Paris au magazine Politico. En Grèce, un troisième plan de sauvetage devrait être débloqué. Athènes a accepté de faire des concessions pour sortir de l'impasse avec ses créanciers. 7 années plus tard, 9 plans d'austérité, 3 plans d'aide et une réélection. La crise grecque n'est toujours pas résorbée. Quelques réactions et on en débat ensuite. Il est évident qu'après les progrès que nous avons faits avec l'Eurogroupe lundi, en mettant toutes les parties d'accord, que l'Allemagne doit maintenant faire preuve de réalisme. Nous demandons au ministre des Finances allemand de retirer son exigence irrationnelle d'un excédent budgétaire primaire de 3,5% sur une période de 10 ans. Le principe de la restructuration de la dette a déjà été débattu et a été acté entre les partenaires de l'Eurogroupe, la Grèce, nous le FMI et la BCE. Ce qui sera nécessaire, ce n'est pas une réduction du montant de la dette si les réformes sont faites, mais un étalement des échéances et un plafonnement important des taux d'intérêt, ce qui sera discuté plus tard. J'en ai marre de tout ça. Je ne veux plus en entendre parler. C'est toujours la même chose. C'est une blague. Nicolas Bavrez, j'en ai marre de tout ça, c'est toujours la même chose. Enfin, ça fait quand même 7 ans que ça dure. La Grèce ne s'en sort pas. L'impact de la crise sur ce pays est encore pire que l'impact de 29 sur les États-Unis. Regardez alors, pas pire, mais équivalent. C'est vrai que c'est un constat d'échec. Un constat d'échec terrible, puisque c'est le plus grand plan de restructuration de l'histoire du capitalisme. On a mobilisé 250 milliards d'euros pour sauver la Grèce. Et pour l'instant, ce pays a vu son PIB diminuer du quart. On a encore un taux de chômage de 23%. Et on est revenu à une croissance à peu près zéro cette année. On devrait repasser à une croissance vraiment positive à partir de 2017. Pour 2016, c'est à peu près à zéro. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer finalement, et tout le monde a une part de vérité, ou j'allais dire une part de mensonge, c'est-à-dire que pourquoi on explique ce résultat aussi mauvais? C'est que les Grecs ont beaucoup tardé ou rusé pour faire des vraies réformes, mais ce qui est dit aujourd'hui est vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas en rajoutant de l'austérité qu'on améliorera les choses. Et de l'autre côté, l'Europe s'est trompée, et Madame Lagarde a raison. On a expliqué que c'était un problème de liquidité, donc il suffisait de remettre de l'argent, et pas un problème de solvabilité. Or, la dette grecque telle qu'elle est, c'est vrai qu'elle est insoutenable. Donc ce que dit Madame Lagarde est vrai. Insoutenable, vous voulez dire qu'il n'y a pas l'activité suffisante? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut restructurer la dette grecque pour trouver une solution. Alors, on peut la restructurer ensuite. Il y a des techniques financières qui sont différentes, comme il a été dit. Soit on diminue, on renonce. Ça a été fait pour les dettes privées, puisqu'on les a amputées de 75%. Mais ce sont les créanciers publics qui refusent qu'on baisse leur dette. Si on ne veut pas couper la dette, on peut baisser les taux d'intérêt, comme on a dit, on peut allonger la durée, ou il y a une période de grâce jusqu'en 2022 qui fait que les Grecs ne remboursent pas jusqu'en 2022. On peut allonger cette période de grâce. Ce sont donc autant de techniques qui permettent de... Quand vous dites les créanciers publics, c'est plutôt... On est en fait entré dans la phase où le vrai problème de la dette grecque, c'est le problème allemand maintenant. Je pense que le porte-parole du gouvernement grec a entièrement raison, au sens où le principe de la restructuration de la dette grecque, tout le monde savait qu'on ne baisserait pas le niveau de la dette grecque parce que ça revient... a obligé Mme Merkel à aller devant le Bundestag en disant écoutez, tout l'argent qu'on a prêté, en fait, voilà, et à présenter une addition avec un chiffre en milliards au Bundestag. C'est politiquement impossible pour des raisons allemandes, et donc on a décidé qu'on allait étaler, d'une part, et baisser le taux d'intérêt de référence. Mais est-ce qu'on l'a fait trop tard? Non, on l'a fait évidemment trop tard. La question s'était posée au moment où Jean-Claude Trichet dirigeait la Banque Centrale Européenne. Le FMI lui-même disait attention, il va falloir restructurer. Le FMI, que par ailleurs avait été désigné comme l'ennemi principal par le gouvernement, enfin j'allais dire Tsipras Varoufakis, en se trompant totalement d'ennemi, une espèce de mauvais jugement politique absolu, où ils ont désigné le FMI comme le grand ennemi, qui était plutôt leur allié, face à l'Allemagne. Le FMI aujourd'hui demande à l'Allemagne de respecter ses engagements, d'accepter la restructuration de la dette et d'enfin y aller. En attendant, les 3,5% d'excédent budgétaire qu'on exige de la Grèce sont une aberration économique. C'est pas seulement de l'austérité, c'est de l'anti-économie. Éric Coquerel, alors vous proposez une conférence européenne sur les dettes souveraines qui déboucherait sur des moratoires, baisse des taux d'intérêt, rééchelonnement et annulation partielle. Donc vous voudriez mettre tout dans... Et nous, on le propose depuis 2010, c'est-à-dire après la crise des subprimes, qui a vu la dette grecque exploser, après que
l'État grec était victime d'emprunts toxiques, notamment pour acheter des produits manufacturés allemands, puisque l'Allemagne se paye en réalité par exportation sur à peu près toute l'économie du continent. Bon, en 2010, la dette était largement résolvable. Elle a explosé et les Grecs sont dans une situation catastrophique au niveau sanitaire, au niveau de l'emploi, au niveau, là on parle de 0% de croissance, donc on est bien d'accord qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de relance de l'activité. Et ce qu'on entend, c'est que c'est exactement le même discours, rappelez-vous, dire le ministre des Finances grec expliquant qu'il espère que l'Allemagne va devenir raisonnable. Eh bien l'Allemagne n'est pas raisonnable depuis des années et on laisse faire. Bon, Votre conférence, elle inclurait l'ensemble des dettes souveraines? Mais bien sûr, et il faut que la Banque Centrale Européenne puisse prêter directement aux États et non pas faire comme ça a été le cas pour la Grèce, je vous le rappelle, où elle a prêté à des banques qui eux-mêmes ont spéculé sur la dette souveraine. Mais vous êtes pour un effacement des dettes européennes, en fait, quand vous dites... Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que paye la Grèce, l'échelonnement, l'argent que paye la Grèce, l'argent qu'on lui prête et qu'elle rembourse, c'est de l'argent qu'elle paye en réalité en intérêt aux créditeurs. C'est-à-dire qu'elle paye à ceux qui ont spéculé sur leurs banques, notamment les banques françaises et allemandes, qui se retrouvent donc débuteurs de la Grèce. Donc on a une situation absolument inextricable. Il y en a plus beaucoup des créanciers privés de la Grèce. J'ai ma question sur votre conférence sur les dettes souveraines. Ça veut dire un effacement d'un certain nombre de dettes, bien évidemment, pas seulement les Grecs. Bien évidemment. Et par exemple, la solution, ça peut être de prêter directement aux États, comme la Banque centrale l'a fait européenne aux banques, qui a prêté environ à 1,5%, 1%, j'ai plus de souvenirs exacts, mais à des taux véritablement très faibles. Le problème, c'est que les banques elles-mêmes ont spéculé. Mais tout ça montre aussi une chose, c'est qu'on ne peut plus continuer avec une Europe qui est dictée par l'intérêt, on va dire, des possédants allemands, pour aller vite, pour ne pas faire de germanophobie, c'est-à-dire une politique monétariste, une politique qui, pour garder un euro fort, eh bien, se révèle absolument intransigeant avec des politiques comme la Grèce, mais pas seulement, l'Italie, l'Espagne... Nicolas Bavrez, effacement d'une partie des dettes souveraines européennes, donc ça c'est... D'ailleurs, pas que vous qui je l'ai déjà entendu, cette proposition. Est-ce que c'est réaliste ? Non, mais de se dire, on se met tous ensemble, on se dit, voilà, la dette italienne, on va faire un effacement de temps, la dette grecque, on va faire un effacement de temps. C'est déjà arrivé dans l'histoire, mais ça s'appelle un défaut. Ça s'appelle un défaut sur la dette. La dernière fois que la France l'a fait, c'était sous le Directoire en 1797. Et le dernier pays qui a fait ça, c'est l'Argentine en 2001. Il y a 40% de la classe moyenne qui s'est retrouvée en situation de grande pauvreté. Et les Argentins n'en sont toujours pas sortis aujourd'hui. Donc on peut faire défaut, mais il faut assumer le coût qui va avec. Et le coût, il est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est que par ailleurs, si on veut bouger la Banque Centrale Européenne, ce qui est dit, ou si on veut lui faire avoir une politique de planche à billets, il faut savoir que, c'est d'ailleurs la cohérence, ce qui est dit, est assumé par Jean-Luc Mélenchon, mais c'est ouvertement contraire au traité européen. Et c'est contraire aussi à ce que souhaite une majorité de nos partenaires européens. C'est pour ça qu'il faut sortir des traités européens. Ce qui veut dire que, mais que si on sort des traités européens, ce qui est la même chose si on installe une taxe aux frontières, une taxe sociale ou environnementale, ça veut dire qu'il faut être clair, ça veut dire que la France sort de l'euro et du grand marché européen. Et donc, il faut ensuite assumer les coûts qui vont avec. Sortir des traités européens, comme vous le dites, ça suppose conclure de nouveaux traités européens. On ne sort pas de traités européens. Dans votre esprit, vous parlez d'une conférence internationale, ça veut dire convaincre ses partenaires, arriver à des compromis avec ses partenaires et convaincre l'Allemagne, finalement, quand vous parlez des possédants allemands. Mais pas seulement l'Allemagne. Pas seulement en espèces, il y en a d'autres, évidemment. Donc vous dites que ce n'est pas réaliste. Vous parlez des possédants allemands, sont les épargnants allemands. C'est une nation, c'est vrai, qui est de retraités. C'est la question des épargnants allemands, la question d'un pays plus vieux que le nôtre et qui vit notamment sur le fait que justement la monnaie ne doit pas se déprécier. Alors comment vous les convainquez ? Alors la question c'est qu'aujourd'hui l'économie allemande, elle a entraîné une déflation salariale très très forte en Allemagne au début des années 2000. Donc il y a une récession au niveau du marché intérieur allemand. Les chiffres entre la France dans les années 2000 et l'Allemagne, c'était l'Allemagne qui était rouge. Comment elle a réussi à relancer son activité ? C'est par une politique d'exportation avec des pays effectivement qui... Comment vous allez réussir à convaincre les partenaires ? L'Allemagne n'a pas forcément intérêt, mais encore faut-il qu'on lui tienne tête, à ce que l'Union européenne explose, parce qu'elle y trouve son compte. D'accord ? Mais par contre, il faut dire qu'on ne peut plus, quelque part, faire en sorte que la plupart des pays européens, parce que vous me parliez, je ne sais pas si on n'a pas des partenaires, enfin l'Italie a le même problème, l'Espagne a le même problème, le Portugal, la Grèce, la Belgique, la France, etc. Je vous fais remarquer que... Donc votre solution ? La solution, c'est de faire en sorte de renégocier des traités de fond en comble sur une politique européenne qui prévoit le plein emploi, la transition énergétique. Alors, si vous échouez, parce que vous n'arrivez pas à les convaincre, on sort de la zone euro. Voilà, mais la France peut réussir, parce que la France est la deuxième puissance économique en Europe.
l'Europe. Et de toute façon, je vais vous dire une chose. Mais si non, c'est pourquoi c'est compliqué. Pourquoi vous dites c'est des... Non, mais vous avez un plan B, Éric Coquerel. Laissez-moi finir. Nous y croyons. Et nous y croyons d'autant plus que si jamais tout ça se terminait mal, il n'y aurait plus d'Union européenne. Ne croyez pas que l'Union européenne continuera à fonctionner sans un des deux pays. Mais donc, plan B, votre et nous avons un plan B que nous préparons, effectivement, là, avec les pays qui le souhaitent, c'est-à-dire une sortie des traités avec les pays qui le souhaitent, et vous verrez que nous ne serions pas les seuls, parce que d'autres pays ont les mêmes problèmes, qui prévoiraient effectivement non plus seulement un protectionnisme solidaire aux frontières de l'Europe, mais aux frontières nationales, qui serait une sortie de l'euro, et éventuellement une monnaie commune avec les pays qui auraient les mêmes intérêts que nous, parce que des pays auraient les mêmes intérêts. Mais le plan B que nous metterions en application, parce qu'il serait hors de question de ne pas appliquer notre politique au nom de l'Union européenne qui prévoit une politique monétariste, d'austérité, etc. C'est là-dessus que les sociodémocrates sont posés. Le plan B, c'est un plan aussi qui sert à faire en sorte que le plan A puisse marcher, et nous pensons qu'il peut fonctionner. Sortie de la zone euro, Nicolas Bavrez, si la France sort de la zone euro, la sortie de la zone euro, elle est extrêmement coûteuse. Pourquoi ? En mettant en place une monnaie, donc, comme le nouveau franc se dévalue entre 15 et 20%. Le coût supplémentaire sur la dette publique, sur la dévaluation, n'est-ce pas ? C'est entre 320 et 430 milliards d'euros de dette supplémentaire. C'est 30 milliards de services de la dette supplémentaire, c'est-à-dire l'équivalent du budget de la défense tous les ans. Et donc, et sans doute, à terme assez rapproché, là encore, une forme de défaut. Ce qui est paradoxal, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai contresens, c'est que la zone euro, qui sort d'une situation très difficile, elle va plutôt bien aujourd'hui. Elle a une croissance qui est meilleure que celle des États-Unis et du Royaume-Uni. Le taux de chômage a baissé de plus de 2 points en 2 ans. On explique qu'elle est naïve en matière d'échanges commerciaux, mais elle a plus de 250 milliards d'euros d'excédent commercial avec le reste du monde. Et elle a baissé le déficit public à 1,7% en moyenne, et elle a baissé la dette à 90% en moyenne. Un problème de chômage. Et par ailleurs, les écarts entre le Nord et le Sud se réduisent. Donc là où on se trompe complètement, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas la zone euro qui a un problème pour la France, c'est la France qui tire la zone euro vers le bas. Et donc il faut qu'on règle les problèmes français. Pierre Briançon, il nous reste peu de temps, vous concluez s'il vous plaît. Je suis tout à fait d'accord avec Bavrez, c'est qu'effectivement il y a le vrai problème de la France, et le problème de la France qui va voir ses partenaires européens en menaçant de l'arme nucléaire qui consisterait en gros, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous verrez plusieurs pays seraient d'accord avec nous, arrêtez de dire qu'on est les seuls. Je pense que le Portugal a le même problème. Pas une manière absolue. Mais vous savez que le Portugal a le même problème. Vous savez que l'Italie vient de faire un référendum des négociations internationales. Vous voulez que les peuples les uns après les autres quittent parce qu'ils ne sont vous aurez du mal à les convaincre, c'est ce que je vous dis. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Actuel, présenté par Virginie Hertz. Actuel, le magazine de celles qui font la une de l'actualité internationale. Femmes d'influence, militantes des droits humains ou victimes de discrimination. De Paris à New Delhi, de Washington à Tunis, chaque semaine, Actuel met en valeur des femmes qui, au quotidien, s'engagent pour faire bouger un monde largement dominé par les hommes. Actuel, à voir sur France 24 et sur France24.com.